Grand plaisir. Aujourd'hui, du coup, vous allez nous parler, d'une étude de cas. Donc on va être dans le concret, dans le pratique, ça va être super intéressant. Tout ce qui est, périconception et stratégie de fertilité. Vous allez évidemment nous présenter ça bien mieux que moi. Alors juste au niveau pratico-pratique, vous avez l'onglet de discussion. Vous pouvez évidemment échanger durant tout le webinaire. Vous avez l'onglet Q&A qui va être plus spécifique pour les questions que vous souhaitez transmettre au docteur Fogel et nous y viendrons évidemment à la fin du webinaire. Tout ceci sera disponible en replay, donc vous pourrez en profiter, reprofiter autant de fois que vous le souhaitez. Le docteur Laurent Fogel est d'abord médecin urgentiste. Il a depuis bien évolué avec bien d'autres formations et connaissances. Je vais peut-être te laisser te présenter, tu le feras bien mieux que moi. C'est un peu dérivé, ouais, c'est vrai. Hein. Oui, c'est ça. C'est une belle route qui nous permet aujourd'hui d'aborder d'autres sujets peut-être Tout à fait. plus spécifiques. Bah ouais. Bon, non, mais tu m'as bien présenté. Voilà, j'étais urgentiste et puis après quelques années d'exercice, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Et puis j'ai rencontré la médecine anti-âge, la médecine du bien vieillir. Et là, ça a été une rencontre extraordinaire. Et voilà, et donc c'est une révélation un petit peu, et qui m'a conduit à exercer cette médecine et puis à approfondir jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je suis devant vous. Génial. Bonsoir à tous. Et Eh à ben, tous. merci, c'est parti. Je te laisse entièrement la parole. Allez, À c'est tout à parti. l'heure. Alors, est-ce que c'est en plein écran là ou pas? Oui, tout à fait. Ok, top. Donc, je défile. Hein. Voilà, donc je vais vous présenter le cas d'Alice, qui est une patiente, mais aussi une amie, qui est médecin psychiatre et qui me consulte le 15 octobre 2022 parce qu'elle a un trouble de la fertilité. Alors, dans ses antécédents, on note une anorexie dans l'adolescence. Elle a une sarcoïdose systémique et une endométriose profonde assez diffuse, parce qu'il en a vraiment partout dans la cavité abdominale, jusque des endométriomes sur le diaphragme, pour vous dire, vraiment étendu. Elle a été mise sous lévothyrox, donc petit à petit, jusqu'à 75 microgrammes par jour depuis qu'elle est en PMA. Elle ne prend pas de compléments alimentaires au moment où je la vois. Elle fait un petit peu d'activité physique. Elle fume 5 cigarettes par jour depuis longtemps. Et elle boit de façon très occasionnelle. Alors, elle n'a pas de difficulté d'endormissement. Par contre, elle se couche un peu tard. Elle a quelques réveils la nuit, mais elle se rendort. Mais au réveil, elle est fatiguée. Donc déjà, on se dit, elle n'a pas un sommeil hyper réparateur. Peut-être qu'elle a un petit peu un sommeil un peu superficiel et pas très réparateur. Donc, ça nous met déjà sur la voie, peut-être, de certaines hormones, par exemple mélatonine ou autre. Elle a des envies de sucrer un peu toute la journée et elle a fait une mycose vaginale post-antibiothérapie il y a quelques temps. Analyse du pot, une selle tous les jours, Bristol 4, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle a un peu de ballonnement, des gaz qui sont pas malodorants. Elle n'a pas de stéatorée, elle n'a pas le ventre qui gonfle rapidement après les repas, donc a priori, on ne s'oriente pas vers un SIBO. Peut-être une candidose digestive. Hein. Au niveau de ses habitudes alimentaires, le matin, elle prend un café sans sucre. Le midi, elle mange au CEF de l'hôpital, donc un peu de crudité, des protéines, j'ai oublié un E, tiens d'ailleurs, des légumes, parfois des féculents et parfois un fruit. Le soir, le 17h, rien. Et le soir, soit elle va au resto, soit elle est bien commandée japonais ou autre à la maison. Sinon, elle mange un truc assez léger. Voilà. Donc, globalement, ce qu'on peut dire ici, peut-être qu'il manque un petit peu de protéines, notamment le matin, peut-être. Et si on n'apprend pas le matin, le soir, un peu de poisson ou autre, mais tous ces trucs-là, c'est pas forcément terrible. Alors, au niveau de la biologie, qu'est-ce que j'ai demandé? Je lui ai fait un bilan à faire entre le J18 et le J22 de son cycle. Elle avait un cycle qui était régulier. Hein. Et donc, j'ai fait un bilan, on va dire, à peu près classique. Donc, une plaquette, cholestérol, glycémie à jeun, insuline à jeun. Je demande l'hémoglobine glyquée également, et puis l'indice OMA. Hein. Indice OMA, qui est un indice de résistance à l'insuline, qui est obtenu par... c'est un calcul, en fait, sur la glycémie et l'insuline à jeun. Bon, j'explore la fonction rénale. Je demande le magnésium intra-érythrocytaire. Moi, j'aime bien le demander. Ça me donne une idée un petit peu des stocks. Et puis après, j'aime bien le suivre aussi dans l'évolution. Bilan hépatique complet. J'ai demandé des sérologies virales. Et puis un bilan hormonal. Donc, il y a un bilan hormonal assez complet où je vais demander le bilan thyroïdien. Alors, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé ne rembourse que la TSH.
Et si la TSH est dans les normes, donc les normes, c'est large, hein, c'est entre 0,4 et 4, eh bien, on ne vous fait plus la T4 et la T3. Donc, il faut demander T4, T3 non remboursé, il faut le spécifier sur l'ordonnance, y compris si TSH normal, sinon, ce n'est pas fait. Et ça, c'est très pénible parce qu'on ne peut pas évaluer correctement la fonction thyroïdienne. Je demande systématiquement les anticorps antithyroïdiens lorsque c'est un premier rendez-vous. S'ils sont négatifs par la suite, je ne leur demande pas. On dépiste assez souvent des Hashimoto débutants. Alors, estradiol, progestérone, prolactine. Donc, on est bien en phase lutéale. Je demande la sulfate de DHE, la sulfate de préanolone. Après, je vais explorer les androgènes, donc testostérone libre mesuré et testostérone total aussi, demande des fois avec la SHBG. Delta 4 androstendione, androstendiol glucuronide, donc la forme stable de la dihydrotestostérone. Et puis, l'iode urinaire sur les urines de 24 heures. Aujourd'hui, je rajoute la T3 urinaire sur les urines de 24 heures et le cortisol. Une fois qu'ils ont fait les urines de 24 heures, autant demander 2-3 analyses. Au moins, on est rentable sur le fait d'avoir recueilli les urines de 24 heures parce que c'est pénible à faire. Voilà, donc juste pour vous rappeler, donc les hormones mâles, on a la DHEA. Alors, c'est un peu petit, je ne sais pas si vous voyez bien, vous. Normalement, en plein écran, vous voyez bien. Donc, la DHEA, elle est là, vous voyez. Et donc, elle est principalement produite au niveau des surrénales. Elle va aller donner donc l'androstendione, donc la delta 4 androstendione qui est plutôt produite au niveau ovarien, et l'androstendiol ici qui est plutôt d'origine surrénalienne. Et puis tout ça va converger vers la production de testostérone. Donc la DHEA est un précurseur de la testostérone. Testostérone qui peut donner par l'aromatase l'œstrogène ou par la 5-alpha-réductase la dihydrotestostérone dont le métabolite stable est la 3-alpha androstendiol glucuronide qu'on va demander dans les dosages sanguins. Voilà, vous voyez que la progestérone, elle est ici, donc elle est obtenue assez rapidement dans la métabolisation du cholestérol, cholestérol en prénénolone et prénénolone en progestérone directement ici, la preg qui va donner la DHEA, etc. Alors, je demande un bilan fonctionnel également. Donc, qu'est-ce que je demande dans ce bilan fonctionnel? Bon, la CRP ultrasensible, bien sûr, un profil de vitamine A, vitamine E, B1, B6, B9, B12, la D, le Q, le zinc, le sélénium, le coenzyme Q10, tous les cofacteurs du stress oxydatif, le bilan martial, l'acide urique, l'homocystéine, marqueur du risque cardiovasculaire et neurologique, et je vous rappelle qu'elle est indexée sur les vitamines du groupe B. J'adore demander un statut acide gras, parce que c'est assez intéressant de voir. Je suis d'accord, les patients sont souvent carencés en oméga 3, mais ça permet aussi d'évaluer la supplémentation, de ne pas faire n'importe quoi, donc de faire un avant-après, en gros. Vous allez le voir dans la suite du cas clinique. Je demande un test d'hypersensibilité alimentaire. Moi, j'aime bien ce test-là, plus que le LBP ou plus que la zonuline ou voilà, d'autres tests, parce que je trouve que finalement, c'est un bon reflet du leaky gut syndrome, de l'intensité du leaky gut. Plus il y a des hypersensibilités, plus vous pensez, ça évoque qu'il y a un intestin qui est très poreux. Et pareil, ça me permet de suivre les titres d'IgG d'une fois sur l'autre, vous verrez tout à l'heure. Et puis, j'adore demander aussi les métabolites organiques urinaires. C'est un bon bilan assez complet. On peut faire moins, on peut faire encore beaucoup plus avec le microbiote, etc. Bon, voilà, il me semble que c'est un bilan qui coûte quand même suffisamment cher au démarrage, mais qui est extrêmement, je dirais, informatif. Donc, si le patient ne peut pas faire tout ça, on fait moins, mais s'il peut se le permettre, c'est top. Et s'il peut faire plus, après, c'est à vous, parce que le problème, c'est le temps qu'il faut en consultation pour analyser tout ça. Donc, en 1 heure, ça passe très, très vite. Alors, je lui ai fait une petite prescription pré-bilan parce que c'est une copine et que, bon, voilà, elle est médecin, donc je me dis, elle n'est pas de neuneu. C'est-à-dire que, non pas que je dise que les patients sont neuneux, mais je veux dire qu'elle est suffisamment, elle a comment dirais-je, cette culture médicale qui fait que si elle ne se sent pas bien, elle pourra arrêter les traitements. Alors qu'un patient, il n'est pas forcément à même de pouvoir juger. Donc, je me suis dit, allez, c'est une copine, elle est médecin, allez, je me lance sur un petit truc un peu pré-bilan comme ça. Je lui donne du hormonobalance, donc c'est l'ancien stérobalance de Metagenics. Donc, c'est un complément alimentaire à base de plantes qui vont soutenir l'équilibre hormonal féminin avec plein de phytoestrogènes dedans, notamment des lignanes, donc des phytoestrogènes qui vont diminuer l'imprégnation oestrogénique, parce que vous savez peut-être qu'un phytoestrogène va stimuler 100 fois moins le récepteur aux oestrogènes que l'oestrogène natif, mais aussi que les pesticides, n'est-ce pas, les perturbateurs endocriniens qui sont oestrogènes-like, dont on est entouré, on baigne littéralement dans les pesticides et tous ces perturbateurs endocriniens, donc qui vont stimuler le récepteur aux oestrogènes.
Donc, mettre un phyto-œstrogène, ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Et puis, j'ai été lui mettre un peu d'endoménate de chez Copmed, donc, pour éventuellement soulager donc, ces symptômes liés à l'endométriose. Pré-bilan. Je ne recommande pas de faire ça à chaque fois, mais là, on avait un contexte qui était plutôt favorable et on savait qu'elle avait l'endométriose, tout ça. J'ai dit, je tente. Et puis, je la revois le 15 décembre. Donc, elle a fait assez vite pour faire toutes ses analyses. Et qu'est-ce qu'elle me dit dès que je la revois? Elle me dit, écoute, c'est extraordinaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu un cycle non douloureux. Voilà. Hormonobalance endoménate, ça a été miraculeux. Alors, pour elle, je ne dis pas que ça va être le cas à chaque fois, mais en tout cas, dans son cas, ça a été assez dingue. Elle a eu un cycle non douloureux, alors que depuis toute sa vie, elle avait des règles hyper douloureuses. Alors, elle a une CRP à 0,4. Bon, c'est pas majeur, on est d'accord. On aurait pu penser qu'elle aurait plus. Une fonction rénale et hépatique normale. La glycémie à jeun, elle est bien. Bon, Alice, elle est mince, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est mince. Elle a OMA 1 du reste. Hémoglobine glyquée, c'est correct. Sa thyroïde, elle a une TSH à 0,37, une T4 qui est très haute à 19. Bah oui, elle est sous lévothyrox, donc ça marche bien. Elle a une bonne T3. Elle est à 5,61, sa T3. On cible autour de 5,2. Et, ok, il y a la biologie, mais aussi les signes d'hypothyroïdie. Donc, il faut vérifier qu'elle n'a pas de signes d'hypothyroïdie. Elle a un iode urinaire à 69. Ça, par contre, c'est bas, parce qu'on va estimer qu'il faut être au-dessus de 150. Et elle a un polymorphisme de la DIO2. Donc, c'est cette enzyme qui transforme la T4 en T3. Et elle a un génotype qui est TC. Donc, elle a une désiodase qui est potentiellement en perte d'efficacité, en perte de transformation. Mais bon, là, vous voyez, clairement, elle a une bonne T4, elle a une très bonne T3. Donc, typiquement, là, il n'y a pas besoin de lui mettre de T3. Parce que si je lui mets de la T3 ici, elle risque de très mal la supporter. Tachycardie, bouffée de chaleur, angoisse. Parce qu'elle a déjà une T3 qui est très haute. Donc, c'est pas parce qu'on est TC qu'il faut supplémenter en T3 forcément. On peut être désiodase TC et avoir une désiodase qui marche bien. On peut être TC avec une désiodase qui ne marche pas bien parce qu'il y a les cofacteurs qui ne vont pas. Donc, il faudra remettre les cofacteurs avant de se jeter sur la T3, à mon avis. Et parfois, on va avoir parce que tout existe dans la nature, des patients qui sont TT avec une T3 basse. Bah voilà, ils ont une désiodase qui est normalement fonctionnelle, mais peut-être elle ne marche pas bien parce qu'il n'y a pas assez de cofacteurs. A contrario, on a des patients CC qui devraient avoir une mutation et qui ont une mutation, qui devraient avoir une désiodase qui ne fonctionne pas bien, et pourtant, on est surpris dans des bonnes T3. Donc, vous voyez, on voit de tout. Ça, c'est un peu des cas un peu plus rares, un peu plus extrêmes, mais tout peut se voir. Mais dans la plupart des cas, les TT, ils transforment bien, les CC, ils ne transforment pas bien, et les TC, 50-50. Bon, là, j'ai mis que de l'iode, du coup. J'ai mis du iode plus, TerraScience, 250 microgrammes par jour, un comprimé pendant 3 mois. Voilà, je suis parti là-dessus. Alors, ensuite, bon, je lui ai dit sur le plan nutritionnel, bien sûr, tu penses à bien mastiquer, parce que je vous rappelle que la première étape de la digestion, c'est la mastication. Elle permet notamment de commencer à dégrader les hydrates de carbone, les sucres dans la bouche grâce à la salivation qui va amener, donc le fait de mastiquer permet de sécréter la salive, qui va amener l'amylase salivaire, qui va commencer à dégrader les hydrates de carbone dans la bouche. Si vous mastiquez pas bien, les hydrates de carbone, ils vont se retrouver dans l'intestin pas bien digérés, et là, ça fait de la fermentation. Pareil pour les protéines. Il faut bien mastiquer. Donc, manger lentement et diversifier, parce que si on mange trop souvent la même chose, eh bien, un risque d'exposer son système immunitaire. Je vous rappelle, 70-80% du système immunitaire qui tapisse la barrière intestinale. Donc, si elle a du leaky gut, comme c'est le cas ici, eh bien, si elle mange tout le temps la même chose, par exemple, un exemple facile, c'est des œufs tous les matins. Ça, c'est facile. J'ai compris qu'il fallait manger protéiné. Je me mets des œufs tous les matins. Bingo, elle va avoir une intolérance aux œufs. Okay, donc, ça, il faut varier. Ensuite, donc dans son cas, je lui ai demandé de retirer pendant 6 mois. Alors, je sais que 6 mois, c'est long, mais en fait, ça passe très vite, vous allez voir. Gluten, œufs et lait de vache. Bon, moi, je ne le vois pas très bien parce que moi, je ne l'ai pas en plein écran, malheureusement. Je ne sais pas comment faire. Mais j'espère que vous voyez bien en plein écran. Tu peux normalement, en haut à droite, de ton plein. C'est beaucoup mieux là. Voilà, donc là, vous voyez qu'elle a le gluten qui flash, 26,8. Les œufs, ils flashent fort, 219. Parce que c'est pas tout de voir 3 croix. Il faut regarder les titres d'IgG. Et là, vous voyez que les œufs, elles flashent très fort, 219, et le lait de vache, 41,6. Donc, c'est quand même assez fort. On flash dans le rouge à partir de 20 et dans le jaune à partir de 10. D'accord ? Donc,
voilà, globalement, je retire les 3 qui flashent le plus, quoi. OK ? Pourquoi je les retire ? Parce que c'est une cause d'inflammation. C'est-à-dire que dès lors qu'elle va manger ces aliments-là, elle est déjà immunisée. Donc, dès qu'elle mange ces trucs-là, ça va aller au contact de son système immunitaire, puisque ça va passer dans les brèches du leaky gut, et du coup, elle va stimuler ces lymphocytes et elle va refaire des anticorps. Donc, si on veut calmer l'inflammation, si on veut calmer l'anticorps, il faut arrêter d'amener ce qui provoque l'inflammation. Donc, je suis d'accord que c'est chiant à faire, mais il faut essayer d'encourager, de dire, écoute, voilà, fais-le pendant 6 mois. Si tu n'y arrives pas, bon, c'est pas grave, hein, tu vas mourir, mais si tu y arrives, c'est quand même mieux. Et je répare la barrière avec donc, des probiotiques. Donc, Bactidine, j'ai mis Bactidine 60 à l'époque. Alors là, il a changé de nom, mais c'est devenu Ultraflora intestin sensible pendant 1 mois. Et puis après, j'ai mis du Bactidine Duo qui s'appelle Ultraflora Duo maintenant. Et j'ai mis pendant 2 mois. Pourquoi j'ai mis du Duo ? Parce que tout simplement, il y avait un peu de candidose. Donc, quand il y a de la candidose, j'aime bien relayer le 60 par du Duo. Parce qu'il y a du Saccharomyces boulardii dedans, donc une petite levure qui va prendre la place du candida. Le fucodine, donc ça c'est fucosyl lactose. Donc moi je ne fais pas forcément la FUT2 au départ, mais j'aime bien leur donner un peu de fucodine parce que finalement c'est les briques de construction du mucus. Donc je lui donne les briques de construction. Il faut dire qu'au début elle est en leaky gut. Donc quand on est en leaky gut, on n'a pas une bonne flore forcément. On a une barrière qui est abîmée, il n'y a pas beaucoup de mucus. Donc donner les briques de construction, si elle peut se permettre, c'est quand même bien. J'ai mis un peu de glutamine, 1 gramme. J'en ai pas beaucoup parce que dans le NutriProtect AI que j'adore, il y en a déjà un petit peu. Donc là, on est à peu près autour de 2 grammes de glutamine. Ça suffit. C'est pas la peine de mettre des méga-doses de glutamine. Enfin, de mon point de vue, c'est pas nécessaire. Ça marche bien comme ça. Et puis, je lui ai mis un peu d'enzymes digestives pour aider à découper les nutriments pour pas que ça rentre dans son leaky gut encore et qui vont venir soutenir finalement sa mastication. OK ? Donc ça, c'est un peu mon protocole intestin. Donc, probiotiques, première couche de défense, mucus. Deuxième couche, la muqueuse et les enzymes digestives pour soutenir la digestion. Alors, voilà le DMI. Donc, vous avez vu que j'ai travaillé avec 2 labos différents de biologie. Bon, voilà, j'aime bien ces 2 labos. Chacun ses préférences, évidemment. Donc, j'ai mis de l'antifongique parce que là, vous voyez qu'il y a une prolifération fongique cognée, d'accord ? Il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de putréfaction. Moi, pour traiter là, il faut que ça soit dans le rouge fort avec des gros symptômes digestifs. Elle n'en a pas. Donc, pour moi, ça, c'est négatif. Donc, j'ai mis nystatine pendant 6 semaines. Et je lui dis, après 6 semaines de nystatine, tu prendras Alimed, 2 gélules 3 fois par jour, un peu avant les repas, 5 jours par mois, traitement séquentiel, grosse dose d'Alimed, d'ail, quoi, et d'alicine, 400 mg. Et après, tu t'arrêtes. Donc, traitement séquentiel. Pourquoi je mets l'Alimed et pas, je sais pas moi, de la berbérine par exemple ? L'alicine, il a un spectre plus étroit. Il va détruire plus spécifiquement le candida, alors que la berbérine, elle va défoncer le candida, mais aussi la bonne flore. Bon, je n'avais pas spécialement envie ici d'aller tout dézinguer. Je veux être plus spécifique possible, donc nystatine, Alimed. Et puis je mets un peu de biodisrupt, parce que biodisrupt, biofilm disruption, on va aller casser les biofilms qui entourent le candida. Donc, 2 gélules matin-soir pendant 1 semaine, puis après, je baisse à 1 matin-soir. Et je lui dis, prends ça entre les repas, donc soit 1 heure avant, soit 2 heures après, parce qu'il faut que ces enzymes, elles soient au contact du candida et pas du bol alimentaire, parce que sinon, tu vas digérer tes aliments et ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire ici. OK ? Voilà. Alors, voilà le profil acide gras. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Acides gras saturés sont corrects. Ça sort un peu là, mais ce n'est pas méchant. Les trans, ils sont bas. Oméga 9, ils sont un peu bas, ceux-là. L'acide oléique, il est bien, mais le nervonique, on lui dit, tiens, mange un peu d'huile de camomille, ça te fera du bien. Une petite cuillère à soupe le soir, par exemple, au dîner. Et le palmitoléique, on va le trouver principalement dans tout ce qui va être, par exemple, baie d'argousier ou noix de macadamia. Donc, qu'elle augmente, qu'elle en prenne un petit peu de temps en temps, c'est pas mal. Alors là, on a un petit peu trop d'acide arachidonique. Notre GLA et DGLA, c'est correct. Ça, on va le trouver dans l'huile d'onag, bourrache, l'huile de chanvre aussi. Et puis alors là, acide alpha-linolénique très bas. Donc là, il faut qu'elle prenne un peu d'oméga 3 végétaux. Donc par exemple, le colza, les graines de lin, les graines de chia. D'accord ? Et regardez, EPA et DHA. Alors DHA, ça va, mais EPA, très bas. Ça, je vois chez les gens qui mangent un peu de saumon. De temps en temps, elle mange un peu de saumon de temps en temps. Et elle a un DHA qui est correct, avec du coup un indice oméga 3 qui est correct. Par contre, regardez, rapport AA, pouf, sur EPA, c'est pas bon. Elle est en inflammation, et avec son endométriose, c'est vraiment pas recommandé, ni sa sarcoïdose du reste.
Donc, je lui ai dit, écoute, tu vas prendre 2 grammes d'oméga 3. J'ai mis Omnitrix Forte 2 capsules par jour pendant le repas, pendant le dîner même, pendant 3 mois. Et tout ça, ça va permettre d'augmenter son profil, d'améliorer son profil lipidique et soutenir tout ce qui va être fonction cardiovasculaire et cérébrale également. Vous savez que les oméga 3 sont hyper importants pour la fluidité des membranes, pour les neurotransmetteurs, pour la fonction cardiovasculaire, pour la résistance à l'insuline, enfin, vraiment, ils sont vraiment ubiquitaires. Pour la mitochondrie aussi, bref. Voilà le profil vitaminique. Donc, d'un seul coup d'œil, on voit la vitamine D, elle est au tapis. Une vitamine D à 24 nanogrammes par ml. Il faut être entre 60 et 80. Une vitamine E qui est très basse également, puisqu'elle était à, je ne sais pas, c'est pas noté, mais elle était très basse, quoi. La A, elle doit être autour de 10, là. La A est dans la norme un peu basse. B12, correct. 644. Alors, je vais quand même viser 800. Voilà, je vais viser 800. Et puis, l'acide folique, il était à 10. Donc là, je vais viser plutôt 20. OK. On est en nanogrammes ou milligrammes. Je ne sais plus très bien les unités, mais peu importe. On n'est pas en mol, on est en grammes. Et la B6, carrément en dessous de la norme, on est à 7,6. Donc là, la B1, elle est correcte. 55,4, vous voyez qu'elle est correcte. Donc, on va essayer d'aller viser les normes hautes du labo. Donc, ce jour-là, j'avais mis 2 vitamines B9, c'est-à-dire 800 microgrammes de B9. OK. J'avais mis 1000 de B12 quand même. J'avais mis un peu de B12 pour essayer d'aller frôler les 800. Et puis alors en vitamine D, j'y suis allé 10 000 unités jour. 10 000 unités jour. Elle était à 24. On pourrait presque commencer par une petite ampoule de Zimadé 50 000. Mais je ne l'ai pas fait là. Vous allez voir que ça suffit. L'homocystéine à 8,85. C'est pas mal parce que compte tenu de sa B9 qui n'est pas optimale et sa B6 un peu basse, elle se défend bien. Je vous rappelle que l'homocystéine doit être en dessous de 7 ou 8 pour être tout à fait optimal. Donc, voilà. Alors, le bilan du stress oxydatif. Donc, on retrouve la A, la E, la D. OK. La SOD, elle est un peu plus haute que le GPX. Donc là, j'aime pas trop. J'aime bien mettre un peu de glutathion dans ces cas-là. Du reste, elle a un LDL oxydé qui est un peu haut. Donc, j'ai mis un peu de glutathion. Le cuivre, ça va. Le zinc, c'était un peu bas. Donc, j'ai mis un peu de zinc, 15 mg jour. Sélénium carrément carencé. Donc là, je vous rappelle, quand on met de l'iode, il faut du sélénium, parce que si on met de l'iode, ça peut générer un stress oxydatif dans le thyréocyte, parce que la transformation de l'iode, iodure en iode organique, ça génère du stress oxydatif, ça fait intervenir la glutathion peroxydase. Et si vous n'avez pas assez de sélénium, vous allez avoir un stress oxydatif intra-thyréocyte. Et du coup, donner de l'iode sans sélénium quand il est carencé, vous pouvez faire pire que mieux. Donc, on donne de l'iode, OK, mais on regarde son sélénium et s'il faut, on le supplémente. Par contre, sélénium en excès, c'est pas bon non plus. D'accord? Donc, sélénométhionine, ça veut dire c'est 100 microgrammes de sélénium par jour et ça suffit en général. J'ai mis tocotriénol pour la vitamine E, qui a été franchement basse. Et la A, j'ai mis un peu de A parce qu'elle n'est pas optimale. Donc, moi, j'aime bien aller dans les normes hautes du labo. Je vous rappelle que la vitamine A, elle est importante pour le récepteur de la vitamine D. Tous les RXR, les récepteurs intracellulaires, ils ont besoin de vitamine A comme cofacteur pour fonctionner. Donc, le récepteur de la vitamine D, mais aussi le récepteur de la T3. S'il n'y a pas assez de vitamine A, vous pouvez avoir une hypothyroïdie par non-signalisation intracellulaire du message de la T3. Alors, vous avez une bonne T3, mais je ne comprends pas, elle a encore des signes d'hypo. Oui, mais si la vitamine A basse, ça peut s'expliquer. Et puis le Q10 a été super bas. Bon, malheureusement, j'ai pas noté je me rends compte que je n'ai pas noté. Enfin, peu importe, il était très en dessous de la norme. On va dire, il doit être dans les 400 quelque chose ici, là. Donc, il faut être autour de 1000, OK. Donc là, je suis allé fort. J'ai mis 250 mg de Q10 tous les jours. 250, j'ai mis ici. Et dans le réjuve active, on va retrouver d'autres principes actifs qui sont intéressants, comme le NAD, le PQQ, l'astaxanthine. Voilà, OK. Donc, j'ai mis un truc un peu antioxydant aussi pour taper sur le LDL oxydé. Alors, elle avait une preg hyper basse à 28. Est-ce que ça vous étonne? Bof, non, parce qu'en fait, ces mitochondries, elles ne marchent pas là. Elle a des oméga 3 dans les chaussettes, elle a les cofacteurs de la mitochondrie qui sont hyper bas. Donc, au final, ça ne vous étonne pas trop. Donc, là, j'ai aidé, j'ai mis un peu de prénolone. J'ai mis que 50 à l'époque. Franchement, j'aurais pu mettre 100, mais enfin bon, des fois, on y va tranquille aussi. Estradiol, progestérone, bon, je ne suis pas sûr qu'elle était dans le bon timing du cycle là. Mais enfin bon, comme elle avait un gros SPM et de toute façon, elle avait son endométriose,
Et l'endométriose, souvent, c'est un problème d'hyperoestrogénie par rapport à la progestérone. J'ai mis de la progestérone. Voilà. J'ai mis 100 mg d'utrogestan entre J15 et J25 de son cycle, donc en deuxième partie de cycle. Et j'ai gardé endoménate et stérobalance, puisqu'elle a surkiffé avec, donc je ne vais pas lui enlever. Donc je vais laisser. Et puis DHEA 930, il faut viser 2004-2005 avec une testo libre, qui était somme toute correcte quand même. Donc j'ai mis 20 mg de DHEA. Je me suis mis un peu en dessous de la dose habituelle, qui est de 25, pour ne pas exploser sa testo. Voilà. Alors, au niveau des neurotransmetteurs, elle avait un magnésium qui était à 1,71. C'est un petit peu bas. Donc, je lui ai dit que tu vas me prendre Nutrimag en comprimé, 2 le matin, 2 le soir. Allez, boum, bonne dose de Nutrimag. En plus, ça fera remonter sa B6, qui était basse. OK. Parce que du coup, dans le Nutrimag, il y a de la B6. Alors, moi, je fais gaffe au magnésium que je donne. OK. Je regarde tout le temps la B6. Si la B6, elle est basse, je vais donner un magnésium avec de la B6 et de la taurine. Ça, c'est intéressant. La taurine, je vous rappelle qu'elle n'est pas excitateur, elle est calmante, la taurine, puisqu'elle va augmenter l'affinité du GABA pour son récepteur, et donc elle va être calmante. Dans les boissons énergisantes, comme le Red Bull, ce qui est énergisant, c'est la caféine. Mais les industriels, ils ne sont pas bêtes. Ils ont dit, on va mettre de la caféine, mais s'ils partent les mecs en tachycardie, on va avoir beaucoup de problèmes. Donc, mettons de la taurine qui est calmante, comme ça, ils ne feront pas de tachycardie. OK ? Le Brain Active, produit que j'aime beaucoup aussi, parce que dedans, vous allez retrouver le GABA, la rhodiole, le safran, la L-théanine, le 5-HTP, Griffonia. OK ? Donc, il y a tout ce qu'il faut pour produire de la sérotonine et du GABA. Donc, comme elle avait un peu des envies de sucre et puis des réveils nocturnes et tout ça, et on va améliorer la qualité du sommeil avec un peu de Brain Active. Je n'ai pas mis effectivement de mélatonine ici, mais voilà, j'aurais presque pu en mettre. Mais... Donc 2 à 17h au dîner. Les 2 à 17h, ça permet de préparer la fin de journée, d'être un peu plus cool, moins stressé, etc., moins d'envie de sucre. Et puis les 2 au dîner, on va avoir une bonne nuit. Okay ? Et puis pour ces douleurs chroniques, je dis, tu peux essayer un peu de PEA le temps que l'inflammation en global diminue. Voilà. Bon, je dis, ça, c'est pas obligatoire, tu peux tester si tu veux. Alors maintenant, il y a Metagenics, qui a sorti le Meta Active rapide, qui a l'air très intéressant. Quercétine et curcuma. Ils disent que ça peut réduire la douleur aiguë en 30 minutes. Alors, il faut tester, il faut voir. Je n'ai pas de recul. Je donne l'info. Ordonnance pour le prochain bilan. Alors, à la fin de la consulte, je dis voilà, la prochaine fois, voilà, tu mets ça en place pendant 3 mois, et puis quand je te revois, tu reviens avec un bilan de contrôle, histoire qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc, globalement, j'ai mis à peu près les mêmes choses pour pouvoir monitorer. Anticorps était négatif, donc je ne les remets pas. Je remets un peu les hormones ici. Voilà, là, j'ai remis le cortisol parce que je ne l'avais pas mis la première fois. Et dans le bilan fonctionnel, je vais demander un peu moins de trucs. Je ne vais pas demander les caroténoïdes, par exemple. Je ne vais pas demander les intolérances parce que c'est trop tôt, au bout de 3 mois. Il faut demander au bout de 6 mois. Là, je lui ai mis un cycle du cortisol salivaire que je n'avais pas fait au premier coup. Et au niveau de la candidose, j'ai demandé que le MI. Je n'ai pas demandé le DMI total parce que d'abord, ça coûte moins cher et puis je n'ai pas besoin de recontrôler vu que le DMI était négatif. Je veux juste voir si je suis efficace avec mon traitement de la candidose. Donc, je la revois que le 21 juin. Donc, 6 mois se sont écoulés. Elle a laissé un peu passer du temps. Puis moi aussi, parce que du coup, comme je la vois entre deux de temps en temps, voilà, c'est les copains, c'est comme ça. Donc, elle n'a pas été non plus hyper régulière. Et je la revois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, écoute, au niveau du transit intestinal, j'ai eu une amélioration significative. Elle me dit même, c'est le jour et la nuit. Elle a une normalisation du transit. Donc, c'est top. Au niveau de l'endométriose, elle note une rémission notable des symptômes. Elle a des douleurs minimes qui sont au moment des règles, en fait. Et au niveau de son SPM, elle a une nette amélioration de ses symptômes. Donc, tant mieux, c'est cool. On a bien réussi à l'améliorer avec ce qu'on a mis en place. Au niveau du bien-être mental, elle a un bon moral. Elle maintient une bonne forme, un bon état de forme. Sa qualité de sommeil est améliorée. Elle a moins de réveil la nuit. Donc, ça, on peut dire que Brain Active, il a aidé. Et le magnésium également. Les oméga 3 aussi, sûrement, le magnésium. Et puis, au niveau de sa composition corporelle, elle me dit, écoute, j'ai perdu un peu de masse grasse sans faire de régime, donc elle était contente. Donc, plutôt positif. Ok, cool, attends, on va regarder le bilan pour voir.
Donc, à la NFS, elle avait des polynucléaires un petit peu élevés, 12%, 670. Alors là, j'ai dit, écoute, on va faire une cure de Zantel, vu qu'elle mange plein de sushis, plein de poissons crus. J'ai dit, écoute, on va traiter le parasite parce que ça peut occasionner des problèmes, notamment digestifs, notamment cutanés. A priori, il y aurait peut-être un rôle aussi dans les cancers, dans l'infertilité. Donc, je dis, bon, de toute façon, ça ne mange pas de pain de le traiter. Au niveau de la fonction rénale hépatique, bon, rien de spécial. Sa glycémie à jeun, tout ça, c'est hyper stable. De toute façon, elle était déjà bien. Et puis, son iode, bah, tiens, son iode, il a baissé. Je dis, bah, tiens, tu n'as pas pris l'iode? Il me dit, non, j'ai un peu zappé et tout. Bon, je dis, bah, c'est pas grave, allez, tu passes le l'iodine en gouttes, c'est facile. 2 gouttes, tu ne pourras pas me dire que tu les oublies, celles-là. Donc, OK. Alors, l'antifongique, elle a fait le relais, hein, nystatine paralimède. Alors, regardez, ça s'améliore. Elle était là, elle passe à là. C'est pas encore nickel. Je lui dis, bah, tu continues. Tu poursuis pour le moment, c'est pas réglé l'histoire. N'oublie pas de manger low carb. Bon, elle n'est pas toujours très sérieuse, Alice, hein, je vous dis franchement, hein, d'accord? Donc, je lui dis, voilà, essaie de bien faire low carb et tout. Prends encore du biodisrupt parce que, bon, c'est pas encore réglé l'histoire. Et je te remets un cycle de probiotiques. Je lui ai refait 60 et Bactine Duo. Je lui ai remis un peu de fucodine en lui disant, écoute, tu peux le baisser un petit peu. Tu mets, au lieu de faire 2 matins et soir, tu fais 1 à 2 le matin, 1 à 2 le soir. Tu vois, en fonction de ton transit, comment tu es bien. Il faut que tu sois bien. Voilà, il faut que tu sois bien. Donc, si tu es bien à 1 et 1, tu restes à 1 et 1. Si c'est moins bien, toujours un peu de constipation ou quoi, bah, tu peux augmenter un petit peu. Et garde les enzymes digestives parce qu'on n'a pas refait le test d'intolérance. On voudrait bien savoir où tu en es. Donc, garde les enzymes pour le moment. Mastique bien et tiens le coup. Et on se revoit dans 3 mois. OK. Au niveau de son profil acide gras, bon, bah là, elle a bien pris ses oméga 3. Donc là, regardez, on passe de ça à ça. Donc là, c'est nettement amélioré. Même regardez l'acide nervonique. Alors, si on reprend depuis le début, acide gras saturé, ça va. À peu près la même chose. Acide gras trans aussi. Palmitoléique, toujours bas, mais l'acide nervonique, il est remonté. Bon, là, les oméga 6, ils baissent. Pourquoi ils baissent? C'est les vases communicants. Hein. J'ai fait monter mes oméga 3. Du coup, cela, il diminue un petit peu. On a éteint l'inflammation de bas grade, donc ce qui contribue, je pense, au fait qu'elle aille mieux. Et l'indice oméga 3, il a même un petit peu monté, donc c'est cool. On était à 2 au Menutrix Forte, donc 2 grammes de PADHA. Et je lui dis, écoute, maintenant tu passes à 1 gramme de PADHA pour stabiliser et on voit ce qui se passe. Le profil vitaminique. Alors, la B1, elle passe de 55 à 66. Bah là, je vous ai mis les chiffres, donc tant mieux. La B6, elle passe de 7,6 à 8,2, donc c'est un petit peu décevant. Bon. La B9, elle passe de 10 à 19 par contre. Alors là, la B9, elle a bien pris parce qu'elle a compris que pour la grossesse, c'était important. Et la B12, vous voyez, hein, avec 1000 microgrammes de B12, on n'a pas non plus explosé le plafond. Hein. On est passé de 640 à 744, mais là, je suis bien, je suis content. Et la vitamine D, de 12 à 43, c'est vachement mieux. Hein. On n'est pas encore à 60, mais enfin, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je pense que tout ça a contribué à son bien-être global. Donc là, je l'ai passé sur un polyvitamine B en me disant je vais apporter un peu toutes les vitamines B en petite quantité. Notamment la B12, elle est moins dosée ici, donc il y avait moins besoin de mettre de B12 à ce moment-là. Par contre, j'ai gardé de la B9, donc j'ai gardé 800 microgrammes de B9 au total. Et la vitamine D, je suis resté à 10 000. J'ai dit, écoute, c'est un peu trop tôt pour arrêter. On reste à 10 000 pour le moment parce que tu n'es pas encore... faut au moins que tu doubles encore. Au niveau du stress oxydatif, bon, on retrouve l'A, l'AE, la D. Donc l'AE, c'est mieux. Hein. L'AE, c'est beaucoup mieux. Donc là, je lui dis, tu gardes tocotrienol, c'est un peu tôt pour l'arrêter. Je garde un peu de la vitamine A. Et le sélénium, alors regardez le sélénium, avec 100 microgrammes, je suis passé de 47 à 163. Boum. Gros écart. Alors là, je lui dis, écoute, tu vas plus faire une par jour, tu vas faire une, mais par semaine. J'aurais peut-être même pu l'arrêter et lui donner des noix du Brésil. Hein. Enfin, là, j'ai dit, bon, allez, en faisant une par semaine, normalement, je devrais redescendre et me stabiliser. Et le Q10, pareil, elle a fait boum, boum, elle a explosé. Alors, c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, vous galérez à les faire monter. Donc là, elle était vraiment très, très basse. Bon, qu'à cela ne tienne, je dis, tu prends un coq 10+, mais une fois par semaine, pareil. Et ça va diminuer tranquillement. Le stress oxydatif, il a diminué. Voilà. Donc ça, c'est pas très bon d'être en excès. Par contre, ça, on s'en fiche un peu. Bon, il n'y a pas besoin d'être à 1700. Hein. Donc j'ai diminué. Enfin, c'est la vraie vie. Alors, le bilan hormonal.
je vais demander le cortisol salivaire. Donc, vous voyez, il est pas mal, son cortisol salivaire. Il est plutôt harmonieux. Il reste un petit peu haut en fin de journée. Enfin, il est pas mal. Sa preg, elle n'a pas trop bougé. Ouais, j'avais mis 50 mg. Et son cortisol libre, il était à 35, donc ça va, correct. Alors là, je lui ai dit, prends un peu d'ashwagandha. Ça peut t'aider, notamment le soir, au cours du repas, pour essayer de calmer un peu ce cortisol de la fin de journée. Parce que vous savez que l'ashwagandha, c'est adaptogène. Alors, j'ai marqué stop prénone. Pourquoi? Regardez sa DHEA. Elle est passée de 930 à 3002. En fait, elle a une augmentation assez rapide de sa DHEA. Donc, ça peut provenir et de la preg et de la DHEA. Donc là, je vais arrêter la preg totalement et je lui ai mis que 10 mg de DHEA. C'était un choix. J'aurais pu aussi garder la preg et arrêter la DHEA. Voilà, je suis parti sur ça sur ce moment-là. C'est discutable, mais voilà, on va voir ce que ça a donné. Sa testo libre, elle avait bien augmenté du coup. Elle n'a pas eu de signe d'hyperandrogénie, je vous rassure. Et là, c'est pareil. Je ne sais pas si elle était dans le bon timing du cycle. En tous les cas, je vais garder le traitement parce qu'elle le supporte bien, elle est bien avec ça. Ok. Neurotransmetteur, je vais laisser son magnésium et son Brain Active. Brain Active, je vais diminuer un peu. Je dis, écoute, si tu en as marre le 17h, tu fais que 2 au dîner. Et puis, vu qu'elle était bien, on peut lui baisser un petit peu. Voilà pour le prochain rendez-vous, le rendez-vous des 6 mois. Donc là, le rendez-vous des 6 mois, je remets l'homocystéine, je remets un mou complet. Je vais redemander le site du cortisol pour voir un peu où c'en était. Je remets le... je ne voulais pas marquer, mais normalement, je remets le test d'intolérance alimentaire. C'est marrant, il n'y est pas là, mais j'ai remis. TSH, T4, T3. Donc là, c'est à peu près comme d'habitude. Ok, j'ai remis. Là, j'ai même mis la T3. Vous voyez, donc là, je me suis un peu affûté, visiblement. Et puis, ici, c'est pareil que d'habitude. Voilà. Pas de changement. Alors, l'évolution, c'est quoi? Je vous rappelle que là, je l'ai revu au bout de 6 mois. C'était en juin 23. Et bien, en fait, très rapidement après, au mois de juillet, elle a fait une FIV et elle me dit, le 3 août, le test est positif. Top. Alors, test positif, on arrête tout ce qui est phytothérapie et hormonaux. Voilà. Sauf évidemment le traitement de la thyroïde. Donc, j'arrête les supports hormonaux, j'arrête tout ce qui est phyto, on maintient les autres vitamines, minéraux et probiotiques. Et en avant Guingamp, le 21 septembre, écho T1 normal, magnifique, super, bravo Alice, t'es enceinte, c'est top. Et on va voir la suite. Là, on est content quand même. Hein. Petite mère, n'arrivait pas à tomber enceinte, c'est hyper satisfaisant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit l'inflammation en fait. Hein. On a optimisé, j'ai optimisé son terrain pour qu'il soit propice à l'anidation, à l'implantation du fœtus. Alors, je la revois en décembre. Donc, on est, vous voyez, hein, août, elle fait elle tombe enceinte, septembre, l'échographie. Je l'avais vue, moi, en juin. Donc, on est en décembre, on est 6 mois plus tard. Et on est exactement 1 an après qu'elle m'ait consulté la première fois. Donc, elle est au 5e mois de grossesse, ça se passe plutôt bien, il y a un développement normal du fœtus, et c'est génial. Alors, on voit son bilan. Elle a une petite CRP inflammatoire, mais ça, c'est normal parce qu'elle est enceinte. Les polynucléaires avec le Zantel, ils ont vachement diminué. Ouais, donc, il y avait peut-être un truc ici. Bon, le rein, ça fonctionne bien. Tout va bien. Sa glycémie, elle est au top. Voilà. Ça augmente un peu, mais on s'en fiche. On est toujours en dessous de 1,4. Elle est enceinte. La TSH, elle a augmenté un peu. T4, voilà. Bon. Alors, on lui a augmenté un peu son lévothyrox, vous voyez, hein, entre-temps. L'iode, il est bien monté. Top. Donc là, je lui dis, écoute, tu passes à 1 à 2 gouttes. Tu diminues un peu. Tu fais un jour 1, un jour 2. Tu ne fais pas 2 tous les jours. On diminue un petit peu pour stabiliser. Alors, je vous rappelle que les recommandations aujourd'hui en France, c'est 150 microgrammes d'iode pour toutes les femmes enceintes et en pré-conceptionnel. 150 microgrammes d'iode. Donc, on donne B9. Généralement, il donne 400 microgrammes ou 400, je crois. Et iode, à 150 microgrammes.
Alors, au niveau des intestins, c'est intéressant. Je vous ai mis son résultat. Donc, elle est à 5 mois de grossesse. Eh ben, c'est la merde. Regardez ici, paf, 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 boum, ça repart. Ça repart, bah oui, parce qu'elle ne peut plus faire les traitements que j'avais donnés. Bon, elle n'a pas de symptômes, heureusement, mais globalement, au niveau digestif, ça ne se passe pas très bien. Donc, je lui ai dit, écoute, on va prendre des bons probiotiques forts et on va essayer d'écraser la candidose par le nombre. Donc, je lui ai mis des probiotiques beaucoup plus forts ce coup-là. J'ai gardé un peu le fucodine, j'ai gardé les enzymes. Au niveau de son liquide, regardez ce qui se passe. C'est génial, ça. Elle passe de ça à ça. Tu dis, oh, c'est pire, c'est moins bien. Je vous rappelle qu'on a un leaky gut physiologique pendant la grossesse. C'est énorme. On a un leaky gut physiologique. Donc, elle m'a augmenté les anticorps. Elle est en inflammation, plus qu'avant. Bon, heureusement, elle a plein d'hormones, donc du coup, elle n'a pas trop mal, elle ne souffre pas trop. La grossesse, c'est un état de grâce. Ok. Mais globalement, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer un leaky gut physiologique. Voilà. Quand on dit que ça existe vraiment. Profil acide gras, bah, du coup, elle les a moins bien pris là, donc ça repart à l'envers. Je dis bon, alors, remonte à 2 par jour et tu les prends bien, s'il te plaît, parce que c'est important, même pour bébé. Alors, juste, bon, quand même, en théorie, au dernier trimestre de grossesse, on arrête les oméga 3. Parce qu'on dit que ça peut favoriser l'hémorragie des délivrances. Voilà, bon, j'en ai jamais vu, mais dans le doute, voilà. Son profil vitaminique, c'est pas ouf. Bon, à croire qu'elle n'a pas très bien pris ses vitamines. Hein. Bon, voilà, mais encore une fois, c'est la vraie vie. Hein. Donc B9, tac, tac, tac. Bon, c'est quand même stable. Ça, la B9, elle la prend quand même, parce qu'elle a compris que pendant la grossesse, c'était important. La B12, je pense qu'elle a zappé, hein, parce que là, bon, ça s'est effondré. La D, pas beaucoup monté. Bon, un peu décevant. Moi, je continue. Je lui dis, écoute, tu vas prendre le polyvitamine B, là, je t'en donne 2 par jour. C'est plus simple. Il n'y a pas 36 comprimés à prendre, il n'y en a que 2, mais tu les prends bien les 2. Et puis, comme je sais qu'elle va les prendre parce qu'il y a la B9, donc elle va les prendre. La vitamine D, je l'augmente un petit peu. Toujours mon toco, toujours mon vitamine A. Alors, la vitamine E, par contre, elle est bien montée. Hein, vous voyez, elle était bien. Alors, je lui ai dit 1 jour sur 2. Je lui ai dit, comme ça monte bien, tu fais 1 jour sur 2. Et la A, on continue. Je me suis un peu obstiné. J'aurais pu augmenter, mais je ne voulais pas trop. Elle est enceinte, tout ça. Vitamine A, il faut se méfier un peu. Au niveau du stress oxydatif, le sélénium, une fois par semaine, il a bien descendu. Hein. Alors, je ne sais même pas si elle l'a pris. Je lui ai dit, écoute, ce coup-là, tu le reprends, mais 1 jour sur 2. Voilà. Comme ça, on sait qu'à 1 jour, tous les jours, tu exploses. Une fois par semaine, tu descends trop. 1 jour sur 2, on devrait à peu près être au milieu, hein, par déduction. Le Cogdine, alors là, c'est pareil. Elle est passée de 1700 à 700. Donc, je lui dis, écoute, je te mets à 100 de Q10, mais tous les jours. Ce sera plus facile. Elle n'a pas besoin de s'emmerder à dire 1 jour sur 2, 1 jour sur 3. Non, tous les jours, tu prends une petite capsule de CoQ10, mais 100 microgrammes, c'est tout, 100 mg. Et j'avais mis un peu d'acide alpha-lipoïque, antioxydant, sur son aide oxydé un petit peu haut. Voilà. Son bilan hormonal, il revient comme ça. Bon, c'est la grossesse, elle ne peut pas faire grand-chose. C'est pas terrible, hein. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on attend, on regarde ce qui se passe. La DHEA, elle est redescendue, hein, comme il faut, puisque de toute façon, il n'y a plus de soutien hormonal. La testo libre, elle s'est un peu effondrée. Et voilà. OK, donc là, wait and see, quoi. Il n'y a rien à faire. Neurotransmetteurs, j'avais mis un peu de Mactorine parce que la magnésium était un peu trop descendue. J'ai dit, allez hop, tu vas remonter un peu tout ça. Et puis finalement, elle accouche au mois de mars. Moi, je la revois au mois de mai, donc 6 mois plus tard. À chaque fois, elle laisse passer pas mal de temps. Alors, il y a une bonne évolution. Alice, elle se porte bien. Elle n'a pas de signe de dépression du postpartum. La petite bébé, elle s'appelle Rosie. Elle se développe bien. Bonne prise de poids. Elle mange bien. Donc, tout le monde va bien. Tout le monde est content. Et puis, à ce rendez-vous-là, j'avais dit, tiens, tu feras les polymorphismes génétiques pour regarder un peu ce qui se passe. Et puis, alors, elle revient avec un polymorphisme FUT2 sécréteur hétérozygote. Donc, bon, c'est bien. On va pouvoir peut-être arrêter le fucodine. Et puis, la MTHFR, elle a été variant. Hein, donc, on avait eu raison de donner un peu nos vitamines B actives. Elle est 12,98 AA et 677 CT. Donc, elle a
une perte d'activité de l'enzyme. Elle a que 66% d'activité. Donc, Alice, il faut qu'elle prenne de la B9 un peu tout le temps, sinon elle va avoir l'homocystéine qui va monter. Donc, au niveau de son bilan, elle a accouché, donc l'inflammation rentre dans l'ordre. Les polynucléaires neutrophiles, ils sont bien, ils ont même baissé. Le bilan rénal et hépatique, il n'y avait rien de spécial, mais les enzymes, elles ont même diminué un petit peu. Sa thyroïde, ça va bien, ça repart même fort. Donc, je crois qu'on a alterné les Votirox 88 et 75, on a diminué un petit peu. L'iode, toujours 1 à 2 gouttes, vous voyez, c'est maintenu avec 1 à 2 gouttes, donc c'est parfait. Et la glycémie qui redescend, tout va bien. OK. Au niveau du MI, écoutez, ça a fonctionné. C'est pour ça que je vous ai montré ce cas-là, parce que je trouvais que ça intéressant. Le fait d'avoir mis plein de bons probiotiques, on a imprimé une pression positive sur le microbiote, et regardez, les rapports, ils ont diminué. Mais tout seul, spontanément. Je n'ai pas mis d'antifongique à ce moment-là. Donc, c'est intéressant de voir que des fois, vous pouvez, en étant ultra conservateur, mais en essayant d'imprimer une pression positive sur le microbiote, avoir des bons résultats. Donc, voilà. Et là, regardez ça, c'est génial. Son leaky gut, il diminue. Alors, on passe de 7 vers à 12 vers. Donc, c'est quand même bien. Elle a un leaky gut physiologique qui diminue. Alors, ce n'est pas comme au début. Donc, il faut continuer un peu de renforcer notre barrière intestinale. Là, on pourrait même lui mettre un peu de butyrate. Aujourd'hui, moi, je lui aurais même donné le CBM 588, là, le Clostridium butyricum, qui permet de produire des grandes quantités de butyrate. C'est génial parce que ça diminue le leaky gut, les douleurs du S2I, syndrome de l'intestin irritable. Il y a un rôle aussi du butyrate sur tout ce qui va être anxiété, dépression, brouillard mental, etc. Et aussi sur le syndrome métabolique. Bon, là, elle n'a pas besoin, mais sur le reste, ça peut être intéressant. Et notamment quand vous avez beaucoup d'IgG positifs comme ça, le butyrate, c'est intéressant. C'est un anti-inflammatoire intestinal. Au niveau acide gras, elle n'a pas pris son traitement. Voilà, donc tant pis pour elle. Je lui ai dit, écoute, prends-les, c'est pour toi. Et le profil vitaminique, les vitamines B, je crois qu'elle n'a pas été très sérieuse. Mais bon, quand même, ça remonte, regardez. On passe de 366 à 506. Alors, c'est en picomol, là, on n'est pas en grammes. Enfin, c'est un peu mieux. Alors, en grammes, on est passé de 496 à 686. Si elle a pris quand même son traitement. La B9, je ne sais pas pourquoi ça a descendu comme ça. En revanche, la vitamine D, là, elle est très bien. Ça y est, elle est enfin remontée. Donc, elle est passée de 48 à 70. Donc là, je lui diminue. On était à 10 000 unités jour. Et là, je vais passer à 3 fois 2, 6, à 7 000. J'ai diminué de 3 000. Donc, je la stabilise à 7 000 unités jour. Et toujours ma vitamine A, je me suis accroché. Bon, j'aurais peut-être pu changer ou augmenter. Voilà. Au niveau du stress oxydant, donc ça, c'était le premier, le deuxième, le troisième. Donc, on voit que le LDL oxydé, c'est cool, ça diminue bien. La 8-OHDG aussi, elle est basse. L'homocystéine, elle est très correcte. Le zinc, le sélénium, tout le reste, c'est pas mal. Vous voyez, donc en ayant fait notre petite adaptation sur le sélénium, du coup, voilà, elle est bien. Donc là, on a trouvé les équilibres. Le Q10, il est à la norme haute, vous voyez. Donc là, voilà, j'ai trouvé les équilibres chez elle. À force d'y aller à tâtons, il m'a fallu 3 bilans. Bon, on est arrivé. Et puis donc, je passe sur Multivitaboost. Parce que Multivitaboost, elle va avoir à peu près toutes les vitamines dans les taux qui vont bien ici, là. Et donc, ça devrait la maintenir. Et je lui ai donné un peu de ferrograde apparemment le midi. Parce qu'elle devait avoir un fer qui était... Ah oui, le fer n'était pas haut. Elle avait une ferritine à 33 et un COF de 7 à 19. Donc, je lui ai dit, allez, tu reprends un peu de fer. C'est important de fer, notamment pour le moral. Vous savez qu'il y a besoin de fer pour transformer le 5-HTP en sérotonine, mais également pour la thyroïde. Sur le bilan hormonal, elle a une preg à 29, donc là j'y suis allé, prénolone 100 mg, et elle avait une DHEA très basse, même à 490, donc là je lui ai mis 25 mg d'un coup, boum, j'y suis allé fort. J'ai mis un peu d'ashwagandha parce que ça avait l'air de lui faire du bien. Par contre, je lui ai dit, écoute, essaye le mycorrhizae, le reishi, c'est pas mal sur les hyperoestrogénies endométriose. Là, j'avais fait connaissance avec les champignons à ce moment-là, donc j'ai dit, tiens, on va tester. Et l'endoménage, je lui dis, tu commences à le baisser un petit peu. Stérobalance, on fait qu'une demi-cuillère.
est toujours un peu notre utrogestant. Neurotransmetteur, le Mactorine, il a pas mal fonctionné. Je la passe sous Mac 3. Il n'y a plus la B6 et je remets un peu de Brain Active au besoin. Voilà, donc en conclusion, finalement, qu'est-ce qu'on a fait dans cette prise en charge de l'endométriose et des troubles de la fertilité? Premièrement, il faut prendre en charge l'inflammation. L'inflammation, c'est vraiment, je pense, essentiel vis-à-vis du phénomène donc, douloureux, évidemment, mais également par rapport au problème d'implantation du fœtus. Ça paraît vraiment indispensable. Donc l'inflammation, trois causes majeures. Hein. Premièrement, le leaky gut syndrome. Deuxièmement, les oméga-3 avec le rapport AA sur EPA qui est augmenté. Et troisième cause, les patients qui mangent trop de sucre et qui font de l'hyperinsulinisme. Donc il faut traiter un peu tout ça. Prendre en charge l'équilibre hormonal, bien sûr. Prendre en charge donc, cette symphonie hormonale, diminuer le climat œstrogénique, moduler l'activité des aromatases, notamment avec les lignanes qu'on va trouver. Bon, là, j'avais utilisé le stérobalance, mais grosso modo, c'est les phytoœstrogènes et notamment les lignanes. Vous pouvez utiliser les graines de lin, ça marche très bien. Pardon. Voilà, ça va, c'est fait. Diminuer l'impact des oestrogènes, hein, bien sûr. Normaliser la détoxification et l'élimination des oestrogènes. Bon, là, je ne l'ai pas fait. On peut doser le rapport 2/16 hydroxyœstrone. Ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la détox des oestrogènes. Et là, il y a des produits très bien qui sont à base notamment d'un d'autres carbinol, brocoli. Excusez-moi. Pour soutenir la détox des oestrogènes. Il y a besoin. Alors, il faut prendre en charge le microbiote intestinal. Hyper important, mettre le patient en eubiose. Vous savez que dans la dysbiose, le microbiote dysbiotique peut produire des bêta-glucuronidases. C'est ces enzymes qui vont dégrader les petits sacs poubelles qui contiennent les oestrogènes qui ont été excrétés dans la bile et qui vont être réabsorbés dans le cycle entérohépatique avec un deuxième passage. Donc, la dysbiose aggrave l'hyperoestrogénie relative de ces patientes. Bon, en dehors du fait que ça expose au cancer du sein, ça peut exposer donc, aux maladies liées à l'hyperoestrogénie. Donc, l'eubiose, c'est vraiment important. Vous voyez que j'ai maintenu des probiotiques assez longtemps. Pour les patientes qui sont en surpoids, atteindre un poids corporel idéal, ça va aider, puisque vous savez que le surpoids est en lien avec l'hyperinsulinisme, qui lui-même est en lien avec l'inflammation. Donc, quand on est en surpoids, on est en résistance à l'insuline, on est en hyperinsulinisme, on est en inflammation. Donc, c'est important. Et puis, en plus, le surpoids fait que vous avez de l'aromatase qui fonctionne à fond les ballons, puisque l'aromatase transforme la testostérone en œstrogène dans le gras abdominal, notamment. Manger bio, c'est sûr que c'est mieux, parce que vous allez éviter d'abord d'apporter des pesticides qui sont oestrogènes-like, perturbateurs endocriniens. Chez ces femmes qui sont déjà en hyperoestrogénie, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et en plus, vous savez que les fruits et légumes bio sont plus riches en vitamines et minéraux que les aliments, enfin que le non bio, même si on sait que ce n'est pas parfait, même si on sait que voilà, c'est toujours mieux. D'accord sans parler des PFAS, microplastiques et tout ça, là, bon, voilà, on est un peu cerné, mais il faut se nommer là-dedans. Optimiser, bien sûr, le métabolisme de l'insuline et du glucose, j'en ai déjà parlé, mais c'est extrêmement important. Voilà, donc s'il y a des questions, on va y répondre. Merci beaucoup pour cette présentation hyper complète et en même temps très très concrète. Je pense que c'était très intéressant et au vu des questions, ça a éveillé des réflexions. Donc on va peut-être venir à ça juste après. Je te laisse le temps de souffler, peut-être boire un coup et puis je reviens vers toi. Ouais, tiens, tu veux dire un petit mot, toi ? Oui, tout à fait. Donc, pour les personnes du coup qui connaîtraient pas encore SimpliCure, nous vous proposions aujourd'hui ce webinaire. SimpliCure, c'est une plateforme qui regroupe plusieurs laboratoires, qui a vraiment pour objectif du coup de faciliter votre pratique en tant que praticien de santé et de vous permettre de faire des recommandations multiples labos de compléments alimentaires rapides, faciles, efficaces et surtout que ça facilite aussi la vie de vos patients.
Je vais peut-être rapidement vous montrer comment se présente la plateforme. Du coup, lorsque vous vous connectez simplement avec votre adresse mail, vous allez pouvoir accéder ici à tout le catalogue et créer donc des recommandations spécifiques. Donc, par exemple, on nous parlait aujourd'hui des oméga-3, de leur importance. Ben voilà, vous ajoutez ce produit à votre recommandation. Vous pouvez spécifier les posologies, la façon de le prendre, quand le prendre, comment le prendre, pour que votre patient n'ait plus qu'à suivre ses recommandations. Vous indiquez ses coordonnées et vous lui envoyez. Il reçoit directement un lien de notre part, ou si vous préférez, vous pouvez copier ce lien et le mettre dans un mail, dans votre protocole. Donc c'est vraiment très facile, très rapide. Vous allez pouvoir aussi, sur Simplicure, accéder à l'académie qui reprend du coup tous les replays de webinaires qu'on a proposés, dont celui d'aujourd'hui. Alors, je vais remettre notre petite présentation. Donc, je pense que vous l'avez compris, l'idée, c'est qu'on regroupe aujourd'hui plus de 130 laboratoires avec énormément de références, de compléments. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts et vraiment de quoi faire au niveau de vos recommandations. C'est un gros avantage pour vous, gain de temps après les consultations, d'avoir tout sur un même endroit, d'avoir un seul lien à partager à votre patient. Et pour le patient, évidemment, le grand avantage, ça va être d'avoir un seul colis, un seul frais de port, beaucoup plus facile aussi du coup à se mettre dans le suivi, parce qu'on a vu que ça peut être parfois nombreux. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de simplifier. On a d'autres webinaires qui sont prévus, donc vous pouvez encore vous y inscrire si vous le souhaitez. Je vais vous partager directement un lien qui va s'afficher sur votre écran. Si vous souhaitez du coup découvrir Simplicure, vous pouvez vous y inscrire et un de mes collègues prendra contact avec vous pour vous présenter et vous familiariser avec la plateforme. Voilà, je propose qu'on se mette aux questions si ça te va, Laurent. Top. Ouais. Super, donc je les ai répertoriés. Peut-être pour spécifier par rapport aux analyses, est-ce que tu as une idée du prix estimé pour les analyses que tu nous as proposées? Alors, au labo de proximité, il y en a pour généralement une centaine d'euros, selon le labo, hein, normalement. Oui. Parce que l'androstendiol, tu vois, j'avais marqué 54 euros. Oui. Et la PREG, 42. Ok. Et le reste, bilan total, 117. Mais ça, c'est au labo qui est près de chez moi. Qui est près de chez moi. J'ai demandé à la cantine près de chez nous, là, qui ont fait des bilans. Et puis, alors, les bilans fonctionnels, bah, ce que j'ai présenté, un bilan complet avec un DMI, ça peut aller jusqu'à 585 euros. Un bon bilan bien complet. Après, évidemment, en fonction de la bourse du patient, ben, on demande moins. Hein. Oui, c'est ça. Mais bon, si elle peut le mettre, c'est cool. Si elle ne peut pas, eh ben, on fait moins et on s'adapte. C'est ça. On demande moins d'analyse. Justement, tu parles du coup du labo à côté de chez toi. Est-ce qu'on peut faire ces analyses dans tous les labos? Est-ce qu'il faut un ouais, il y a plein de laboratoires d'analyse qui font les bilans fonctionnels. Alors, bon, moi, je travaille pas mal avec Bioavenir. C'était ce que je vous ai montré là, qui est à Metz. Bon, c'est pas compliqué. Il suffit de commander les kits. Ça arrive chez le patient, il se fait prélever et il renvoie. Laboratoire LIMS aussi, qui est en Belgique. Un peu le même principe. Il y a le laboratoire Synlab aussi. Alors, eux, ils sont implantés partout. Donc, c'est peut-être un peu plus facile. Les gens, ils peuvent aller dans les labos Synlab. Il y a Biopredix également. Il y a d'autres. Il y a, comment il s'appelle? J'ai oublié. Bon, peu importe. Ouais, il y en a pas mal, quoi, de plus en plus. Ouais, c'est ça. Oui, on peut trouver certainement au moins un de ceux-là dans notre région. Juvenalis, voilà, c'est ça. Juvenalis. Ok. Ouais. Ça, c'est, je crois, la filiale de. J'ai oublié quel labo. Enfin, bon, voilà. Super. Ok. Au niveau de la vitamine B9, est-ce que tu vas la doser au niveau sanguin ou au niveau érythrocytaire? Bon, ça, c'est l'éternel débat. Moi, je fais B9 et classique et B12 classique. Bon, voilà. Ok. Je vise B9 20 et B12 800. Et en fait, quand on regarde par rapport au érythrocytaire, grosso modo, on voit qu'il y a une cohérence, quoi. Oui. Bon, souvent,
quand je demande la B12, maintenant, ils me font aussi la érythrocytaire. Donc, ça me permet de regarder, de comparer. Et la B9, voilà. Bon, chacun ses trucs. Hein. Je sais qu'on dit que c'est mieux de faire la érythrocytaire. Moi, j'ai l'habitude comme ça. Ça marche pas mal, alors je continue. Ok, ouais, très bien. Et alors, par contre, je vous conseille quand même pas mal de checker l'homocystéine. Parce que moi, je vous dis, j'ai à peu près ces cibles-là. Et en général, l'homocystéine, elle répond bien en face. Donc, si l'homocystéine répond bien, c'est qu'on est bon. C'est ça. Okay. Oui, super. Au niveau des compléments, tu as parlé pas mal d'oméga 3. Justement, est-ce qu'ils peuvent être intéressants dans les règles douloureuses? Les oméga 3, ils sont intéressants partout. Hein. Parce qu'ils vont baisser l'inflammation globale. Et voilà. Oui, ça fait sens. Je suis en train de regarder juste un bilan là, tu vois, 2 secondes là. Donc la B9, elle est en nanogrammes par ml. Voilà. Donc moi, je vise 20 nanogrammes par ml. Et la B12, 800 picogrammes par ml. Oui, ok. Voilà. Super. En quoi est-ce que du coup la coenzyme Q10 va être importante au niveau de la thyroïde? Quel est le lien? C'est les mitochondries, quoi. Stress oxydatif. Ok. Très clair. Est-ce que la quercétine est contre-indiquée en hypothyroïdie? Est-ce qu'il vaut mieux pas l'éviter? Non, je n'ai pas de notion de ça. Non. Non. Ok. J'ai déjà vu ça, ce truc traîner. Je sais, j'ai pas vraiment de recul par rapport à ça, donc je saurais pas répondre à cette question. Je pense que de toute façon, quand on donne des antioxydants d'une manière générale, moi je donne rarement plus de 3 mois le même. Ok. Je pense que si on donne à des doses physiologiques 3 mois et après on change sur un autre truc, je pense pas que ça va être négatif. Maintenant, il y a un moyen très simple pour savoir. Hein. Vous suivez la thyroïde du patient, le bilan et la clinique. Et si tout va bien, c'est que c'était OK. Quoi. Et après, voilà, on ne sait pas toujours répondre à toutes les questions. Après, il y a le bon sens et donc on teste, on fait des trucs et on regarde ce qui se passe. C'est ça, tout à fait. Ok, super. Est-ce que dans un cas de candidose, c'est OK de prendre des probiotiques? Est-ce que ça n'a pas le risque de faire augmenter le candida? Non. Moi, je dirais même au contraire, je vous ai prouvé par A plus B avec la petite Alice que ça pouvait fonctionner. La candidose, déjà, on a tous du candida dans le microbiote. Tout le monde en a. C'est normal d'en avoir un petit peu. Juste ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il soit en excès. Et il y a des fois des conditions qui vont être réunies pour que le candida il se développe plus. Par exemple, une prise d'antibiotiques. Par exemple, on mange trop sucré, on ne mange pas bien, on mastique pas bien, on va favoriser la flore de fermentation. Donc, il y a plein de choses qui font que on peut favoriser l'émergence du candida. Ce candida, il se nourrit du sucre. Et le problème, c'est qu'il va provoquer fatigue, un peu chronique toute la journée, et des envies de sucre non rythmées. Donc, quand vous avez un peu ces symptômes d'envie de sucre non rythmé dans la journée, brouillard mental, fatigue, céphalée, la langue un peu blanche, alors là, a fortiori, il faut penser à la candidose. Et en fait, c'est quoi? Le problème, c'est que la flore, à ce moment-là, a été appauvrie, et le candida, il a pu se multiplier et occuper l'espace. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'anistatine, par exemple, ou un antifongique pour tuer le candida, et on met des probiotiques pour occuper l'espace, pour pas qu'ils reviennent. Donc, les probiotiques, à ce moment-là, ils sont plutôt bénéfiques. Ils ne vont pas être délétères. Et d'ailleurs, quand je l'ai revue, là, quand elle était enceinte, je ne pouvais plus la mettre sous traitement. Je lui avais mis des bons probiotiques, donc du Viomil 450 pour ne pas le nommer. Et il a fait le job à ce moment-là. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais bon, là, ça a marché. C'est ça, c'est adapté dans certains cas, mais il y a des cas où on est tous différents, on est tous uniques, donc il faut tester.
il n'y a pas de recette miracle, je dirais. Oui, tout à fait. Est-ce que parfois tu doses les LBP Non. pour une raison particulière? Bah, j'ai été déçu. Il y en a d'autres qui font que ça. Et ça, c'est Mhm. très praticien dépendant. Moi, je fais les intolérances alimentaires parce que j'aime bien voir l'évolution des titres d'IgG qui sont pour moi plus fiables que le LBP. Mais Mhm. pour moi, peut-être que voilà, c'est mon expérience, mais peut-être pas celle du voisin. Donc, chacun doit se faire son expérience. En tous les cas, moi, je vais plutôt avoir tendance à demander des tests d'intolérance. Je ne demande pas 200 allergènes, hein, je demande 20 ou 25, là, le plus Oui. petit. Et ça me permet de monitorer les titres d'IgG. Donc, non seulement ça me donne une idée du leaky gut, mais aussi de son importance, finalement. Et finalement, ça me donne aussi un repère sur est-ce que je suis efficace ou pas. Et est-ce que je peux réintroduire mes allergènes au bout de certain temps. Mhm. Je les réintroduis quand même, hein. Je ne les laisse pas toute leur vie sans eux, sans produits laitiers, parce que sinon, ils n'ont plus qu'à se pendre. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est une autre approche. Et par les IgG, tu as les informations que tu souhaites et c'est peut-être plus visible pour toi. Voilà. Mhm. Ok. Une personne demandait du coup par rapport à ce que tu proposes à Alice, ça fait beaucoup de compléments. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à prendre trop en même temps, que ça fasse trop d'informations pour le corps, peut-être même qu'il y ait trop d'additifs aussi et que ce soit au final contre-bénéfice? Visiblement, non, hein. C'est comme si je mangeais plein de fruits et de vitamines et de légumes, plein de bons minéraux finalement. Mhm. Chose que je ne peux plus faire aujourd'hui. Donc, non, je pense que si on prend des bons produits, il n'y a pas trop d'additifs, la fonction hépatique, elle est bonne, l'évolution, elle est favorable. De toute façon, dans le temps, ça diminue les compléments. Oui. Grosso modo, là, il y en a le plus, c'est les 3 premiers mois. Après, entre 3 et 6, généralement, on arrive à diminuer quand même. Et après, au bout de 6 mois, il y en a beaucoup moins, en principe. Regardez les essentiels. Voilà. Donc, pour moi, non. Ok. Oui, c'est clair. Est-ce que tu as une alternative pour les personnes qui ne pourraient pas prescrire notamment la nystatine? Euh, ouais, bah alors, la Limed, la lysine, quoi. Euh, Après, je sais qu'il y en a qui utilisent l'origan ou les huiles essentielles, l'argent colloïdal. Je suis un peu moins fan, parce que je les ai utilisés fut un temps, et je trouvais qu'il y avait pas mal d'effets secondaires, notamment des brûlures d'estomac. Et puis finalement, tu es quand même beaucoup moins large spectre, tu vois. Donc, parfois, tu peux faire pire que mieux. Encore une fois, c'est expérience dépendante, c'est patient dépendant. Ouais, après, il y a d'autres antifongiques, l'acide caprylique, etc., la patcho, pépins de pamplemousse, etc. On peut tester, mais je dois reconnaître que moi, j'ai pas trop de recul parce que je les utilise pas. Vu que moi, je suis Mhm. médecin, je prescris la nystatine et que derrière, je fais un relais par Alimed. Généralement, ça fonctionne bien. Voilà. Si jamais ça marche pas, bah, je peux essayer de mettre des champignons. Alors, j'aime bien utiliser le mycosol, Oui. qui a des vertus un peu antifongiques, ou le myco-mix, reishi, shiitake, maitake, qui va aussi avoir un rôle de compétition avec la candidose. Dernièrement, j'ai découvert un truc, c'est peut-être ce que j'ai noté quelque part. Euh, non, je me suis trompé. Attends, candidose, est-ce que c'était là ou pas? Ouais, alors le Colorex. Colorex, pourquoi pas essayer le Colorex? Ok. K-O-L-O-R-E-X. Enfin bon, voilà. Mhm. Normalement, on s'en sort bien avec ce que j'ai dit. Ouais, super. Ok. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être en quelques mots, comment ça se fait qu'il y a un leaky gut physiologique en cas de grossesse? Bah, c'est comme ça s'appelle leaky gut physiologique. Donc, je ne sais pas expliquer, peut-être une histoire d'hormones. Il y a deux moments où on est en leaky gut physiologique, c'est le nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois et la femme enceinte. Et je pense,
que c'est probablement pour cette raison-là qu'il y a pas mal de cas de thyroïdite du postpartum. On retrouve beaucoup de dames qui font des anticorps anti-TPO et éventuellement anti-thyroglobuline après une grossesse. Alors au début, ça passe. Alors ça met souvent du temps à être diagnostiqué parce que comme elles sont fatiguées, on leur dit ah mais c'est normal, c'est la chute d'hormones, c'est le bébé, vous dormez pas la nuit, machin, vous êtes fatigué. Sauf qu'à un moment donné, ça perdure dans le temps. Elles prennent du poids, elles perdent pas de poids, elles sont fatiguées, elles ont les cheveux qui tombent. Et là, on se dit ah bah tiens, on va peut-être faire une thyroïde et une TSH. Et là, boum, on voit qu'elles ont des anticorps. Donc, soit elles font un Hashimoto, soit elles font une thyroïde du postpartum. La différence, c'est que la thyroïde du postpartum, normalement, il y a une résolution spontanée après quelques mois. Mais sinon, c'est la même chose que l'Hashimoto. Ouais, ok, super. Qu'est-ce que tu penses de ces différentes molécules pour la dominance œstrogénique, le DIM, le NAC, le sulforaphane, le calcium déglucoronate? Ouais, bah, on peut les utiliser s'il y a, par exemple, pas assez de progestérone, trop d'œstrogène ou un problème de détox des oestrogènes. Ça peut être intéressant. Faut faire le bilan. Donc, au cas par cas. Mais oui, ça m'arrive d'utiliser, par exemple, le Progest Boost, où dedans il y a l'indoltrecarbinol, le DIN, etc. Voilà, moi après, j'ai l'utrogestan facile, la progestérone naturelle, parce que je peux le prescrire, c'est vrai, mais de temps en temps, il y a une dame qui ne veut pas d'hormones, donc je peux aller sur un Progest Boost ou sur un SPM. J'aime bien SPM, Gatilier, il y a quoi dedans déjà? Il y a le Gatilier, il y a l'alchimie et puis un troisième, j'ai oublié. Oui, mais c'est ça, des plantes qui vont stimuler la progestérone. Exactement. Super. Est-ce qu'il y a des bactéries du microbiote qui influencent directement la concentration en œstrogène? Je dirais les bactéries dysbiotiques, hein. Donc pathobionte par exemple. Voilà. Donc il ne faut pas être en dysbiose, il faut essayer d'être en eubiose le plus possible. Ok, ouais. Les fibres stimulent les bonnes bactéries et notamment la production du butyrate qui va avoir un rôle local, le butyrate, qui va faire émerger les bonnes bactéries comme le Faecalibacterium prosinicile, Rosuberia par exemple. Voilà. Pourquoi pas prendre un peu d'Akkermansia mucinifila, parce que l'Akkermansia, il va augmenter la qualité du mucus intestinal et donc renforcer le rôle de barrière de l'intestin. Et j'aime beaucoup aussi le Clostridium butyricum, j'en ai parlé, je crois, tout à l'heure, le CBM 588, puisque lui-même va permettre de produire des grandes quantités de butyrate dans l'intestin. Donc, chez ces patients qui ont du leaky gut, qui ont des douleurs abdominales, du syndrome de l'intestin irritable, syndrome métabolique, c'est très intéressant. Ok, ouais, super. Est-ce que tous les conseils que tu as partagés ici peuvent être applicables aussi à une personne souffrant du SOPK? Globalement, je dirais que oui. Le SOPK, là, c'est vraiment une maladie métabolique. Le SOPK, il faudra bien regarder tout ce qui est insuline, notamment, et androgène, bien sûr. Mais globalement, oui, microbiote, oméga 3, inflammation, tout ça, ça reste d'actu. Ouais. C'est ça. Ok, super. Il me semble qu'on a fait le tour du coup des différentes questions. Top. Un tout grand merci encore à toi pour ta présence et cette très chouette cas, très complet. Top. Bah, merci à vous. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Hein. Oui, avec grand plaisir. Et le replay sera disponible pour ceux qui le souhaitent sur l'Académie Simplicure. Ok. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci Laurent.